J'ai senti que je sortais de mon corps, puis en un éclair, je suis devenu un ventilateur de plafond au centre d'un salon. J'ai tiré une bouffée de salvia dans un bang pendant 15 secondes, allongé seul dans mon lit. Le trip a duré 27 minutes, mais j'ai eu l'impression qu'il avait duré 15 vraies années. J'ai ressenti chaque seconde de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, de chaque mois, de chaque année, sans la moindre pause. Chaque nuit, je ne pouvais pas dormir parce que j'étais un objet. Alors j'attendais simplement, chaque nuit, qu'il se réveille. Je me souviens encore de ce trip comme si c'était hier, dans les moindres détails. Après avoir tiré, j'ai senti que je sortais de mon corps, puis en un éclair, je suis devenu un ventilateur de plafond au centre d'un salon. J'avais complètement oublié ma vie d'avant. Je n'étais plus conscient que d'une seule chose, j'étais un ventilateur de plafond. Je savais que quelque chose n'allait pas et je voulais sans cesse m'échapper, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je savais seulement que ma seule fonction était d'être un ventilateur de plafond, d'observer sans jamais rien ressentir. La première année, il y avait un homme un peu gros, chauve sur le dessus de la tête, avec des cheveux gris en forme de fer à cheval. Il avait une femme aux cheveux blonds, enceinte, qui se promenait souvent nue dans la maison. Tous les soirs, ils regardaient la télé ensemble et faisaient souvent l'amour sur le canapé pendant leur émission. Les 3 premiers jours de la nouvelle année, ils ont disparu car la femme était à l'hôpital pour accoucher. Et moi, j'étais là, seul, à attendre leur retour pendant 3 jours. Ce genre d'absence n'arrivait pas souvent car, durant toute ma vie, ils ne sont presque jamais partis en vacances. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent et se plaignaient tout le temps des factures et de l'argent. Quand ils sont revenus, ils avaient un petit garçon. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais réussi à enregistrer leur nom, même si j'entendais souvent leurs conversations. C'était juste difficile pour moi de comprendre, car j'étais un ventilateur de plafond. Un jour, ils ont changé le bébé juste en dessous de moi, sur le canapé, et quand j'ai regardé vers le bas, mon cerveau n'a pas réussi à reconnaître qu'il avait un pénis. Je n'avais jamais vu un bébé nu, alors c'était comme s'il n'y avait rien. Avec les années, j'ai vu leur fils grandir. J'ai compris qu'il était autiste et avait un trouble de la parole. Il articulait souvent des phrases en silence et ne disait que le dernier mot à voix haute. Il est pourtant devenu assez beau, avec des boucles blondes. J'ai vu le père, désormais complètement chauve, devenir de plus en plus gros. La mère s'est laissée aller. J'ai observé d'innombrables soirées où ils invitaient des amis de leur église. Ils parlaient de sujets sans intérêt en buvant du vin, souvent des choses que je ne comprenais même pas. La dernière année, les choses ont commencé à devenir étranges, et c'était terrifiant. La grand-mère du garçon, la mère de la femme, est morte. Bien qu'elle ne soit jamais venue et n'ait jamais été mentionnée auparavant, la mère a pris son fils autiste à part pour lui expliquer ce qu'est la mort et pourquoi il ne reverrait plus jamais sa grand-mère. Pendant qu'elle parlait, sa voix a commencé à résonner dans toute la pièce. Ses paroles sont devenues démoniaques. Elle répétait sans cesse des phrases comme « Grand-mère ne reviendra jamais »,« Tu ne reverras plus jamais grand-mère »,« Elle est partie », chacune 3 fois. Puis, brusquement, tout est redevenu normal, et elle a simplement marché dans le couloir comme si de rien n'était. Je n'ai jamais su ce qu'il y avait au bout de ce couloir car j'étais prisonnier du salon. Le dernier événement étrange est survenu peu avant la fin de ma vie de ventilateur. La mère a posé 3 oranges par terre puis est partie. Quand elle a quitté la pièce, les oranges ont commencé à tourner en rond. Puis, dès qu'elle est revenue, elles se sont arrêtées net et elle les a remises dans la cuisine. Finalement, le père est venu pour m'allumer, pour la première fois de mon existence. J'ai commencé à tourner lentement. Après 5 rotations, j'ai vu la maison en vue aérienne, comme si je sortais de mon corps à la 3e personne. Une seconde plus tard, dans un éclair, j'étais de nouveau allongé dans mon lit. Il m'a fallu bien 5 minutes pour comprendre où j'étais et qui j'étais. Si je vous racontais tout ce que j'ai vécu durant ce trip, ce serait plus long qu'un dictionnaire. Posez-moi des questions si vous voulez, je me souviens de tout. J'ai juste essayé d'en dire assez sans rendre ça trop confus. Morale de l'histoire, ne prenez pas de salvia.
J'ai été transformé en billet de 1 $ et j'ai vécu ce que c'était que d'être dépensé et gagné encore et encore, sans fin. C'est l'une des expériences les plus étranges que j'ai jamais vues sous Salvia, pour ne pas dire la plus marquante. J'ai eu l'impression de vivre sans vie. J'étais un billet de 1 $, gagné, économisé, dépensé, des centaines de fois. Je pouvais ressentir le contact des mains des gens qui me recevaient ou me donnaient. Je sentais ce que ça faisait de passer dans une caisse enregistreuse ou un distributeur automatique, et je ressentais aussi ce que c'était que de s'user avec le temps. Je ne suis pas totalement sûr de ce que ça signifie ni de ce que je peux en tirer, mais je trouvais ça intéressant à partager. Le type d'expérience que la Salvia te permet de vivre directement a profondément modifié certaines de mes visions philosophiques et spirituelles. Je pense qu'il existe des questions existentielles que beaucoup de gens se posent, mais sans jamais vraiment avoir la possibilité de les affronter. Elles restent à l'état de scénarios imaginaires. Or, les trips sous Salvia peuvent justement t'emmener dans ces scénarios et te montrer véritablement ce que ça fait de les vivre. Imaginer une situation, c'est une chose. La vivre, c'en est une autre. Je comprends que la Salvia ait la réputation d'être une drogue, méga flippante, mais je crois que la plupart des gens en retirent en réalité des expériences bénéfiques sur le long terme. Je pense aussi qu'elle peut avoir autant de valeur thérapeutique que d'autres psychédéliques. Je voulais juste partager ça parce que je trouve que la Salvia est une drogue bien plus introspective et profonde que ce que l'Internet veut bien lui reconnaître. Alors hier soir, j'ai pris de la Salvia pendant que ma copine veillait sur moi. On venait de rentrer d'une soirée, et j'avais bu environ 6 bières à ce moment-là, donc je ne suis pas sûr que ça n'ait pas influencé ce qui s'est passé. Pendant le pic du trip, qui a peut-être duré 1 ou 2 minutes, j'ai complètement perdu conscience. D'après ma copine, une expression de peur existentielle, voire de terreur, est apparue sur mon visage. Elle m'a dit que c'était comme si j'avais vu quelque chose d'effrayant, quelque chose d'inhumain ou de brutal. J'avais la mâchoire serrée et je fixais le vide sans dire un mot, sans faire un son, sans même cligner des yeux. Je n'ai aucun souvenir de ce moment. Ensuite, elle dit que je me suis levé d'un coup et que j'ai dit « je vais en bas » avec exactement la même expression sur le visage. Elle a essayé de m'arrêter mais je l'ai calmement écarté et, à sa grande surprise, je suis descendu les escaliers comme si j'étais totalement sobre. C'est là que les choses deviennent intéressantes, parce que c'est seulement en bas, dans la cuisine, avec le frigo ouvert, que j'ai repris conscience. Mon père est arrivé et je me souviens qu'il m'a regardé en souriant et m'a dit « Tu as l'air défoncé, t'as pris quoi ?» Je crois que j'ai répondu un truc du genre « Oui, je sais ». Ce qui est étrange, c'est que je n'ai aucun souvenir d'hallucination. Tout me semblait juste en 3D, mais sans les visuels fous que j'attendais. Ensuite, je suis remonté à l'étage, et quand j'ai revu ma copine assise là, j'ai été submergé par la sensation de déjà-vu la plus intense que j'ai jamais connue. C'était comme si j'avais pris la Salvia il y a des mois, vécu des mois entiers dans un autre endroit, tout ça pendant que je descendais les escaliers. J'avais réellement l'impression d'avoir été parti pendant des mois, et que je venais juste de revenir chez moi. Quand je me suis rassis sur le lit, j'ai fondu en larmes. La seule pensée que j'avais en tête, c'était que tout ça, le trip, était déjà arrivé. Je n'arrêtais pas de répéter « ça s'est déjà passé ». Je ne sais toujours pas ce que je voulais dire exactement par là, mais c'était la seule chose dans mon esprit. J'ai pleuré pendant près d'1 heure, comme si les 3 derniers mois de ma vie avaient été faux, comme si le temps s'était dilaté et que j'avais pris la Salvia il y a des mois, vécu tous ces événements, puis été arraché de cette continuité temporelle pour être projeté dans le futur. C'était comme un voyage dans le temps. J'étais convaincu que tout ce que je vivais s'était déjà produit il y a des mois et que je ne faisais que revenir à la réalité. Ensuite, j'ai vomi et je suis allé dormir. Aujourd'hui, je ne ressens aucune émotion négative par rapport à cette expérience. Au contraire, je me sens neuf, frais, et pour ne pas être cliché, presque renaissant. Je me sens plus maître de mes émotions et de mes pensées que jamais dans ma vie. Partout où je regarde, je vois les choses, je les vois vraiment, dans le détail, comme si j'avais vécu avec un voile devant les yeux ces derniers mois. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'écris tout ça,
peut-être que je cherche juste quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable. C'était terrifiant mais beau. Le temps ne me semble plus aussi linéaire. La mort et la renaissance me paraissent se produire en même temps. Nous, les humains, avons une perception extrêmement basique du temps. Je me souviendrai de cette expérience toute ma vie. J'espère que vous aurez une expérience avec la salvia qui soit sûre. Et peut-être éviter de boire 6 bières avant. Alors, ça va sans doute sembler un peu, voire carrément fou, mais il y a environ une semaine, lors d'un trip avec de la salvia et un peu de DMT, je l'admets, 2 entités en forme de grenouille m'ont montré comment faire ce que je croyais être du chant diphonique. Elles ont littéralement atteint ma gorge et y ont placé quelque chose. Mais ce n'était pas ça. Apparemment, il s'agit d'une forme rare de tonalité subharmonique appelée biphonation mélodique subharmonique volontaire. Il n'y aurait qu'une poignée de personnes dans le monde capables de faire ça, donc c'est vraiment très rare. Ce qui rend la chose encore plus unique, c'est que je suis maintenant capable de former des mots et des voyelles en utilisant cette technique, ce qui est normalement extrêmement difficile à cause des vibrations qu'il faut contrôler dans la gorge. Sinon, la voix se brise. Il y a aussi une tension importante sur les muscles du cou et de la gorge, ce qui tend naturellement la bouche et la langue. Je peux le maintenir pendant plusieurs minutes. Je ne connais pas exactement l'étendue de ma tessiture, mais je touche des notes graves proches du Fa, et des notes plus hautes qui ressemblent, au mieux de ce que je peux expliquer, à la voix de poitrine aiguë du chanteur des Arctic Monkeys. Je ne suis pas chanteur, à part dans ma voiture, donc tous ces termes sont nouveaux pour moi. Quand j'utilise ce mécanisme vocal, le rendu dans les registres subharmoniques supérieurs est très robotique. Ça sonne vraiment comme une imitation assez fidèle d'un robot. J'ai quelques enregistrements vidéo, même si aucun ne capture parfaitement ce dont je parle. Si quelqu'un est intéressé, je peux les poster. Je ne sais pas si tout ça a du sens pour vous, mais je vais essayer de publier un exemple clair sur YouTube, avec une analyse vocale, pour bien montrer les 2 tons distincts. Si c'est aussi rare que ça en a l'air, probablement dans les 0,1% des vocalistes entraînés dans le monde, ça vaut peut-être le coup d'explorer ça un peu plus sérieusement. J'avais déjà essayé la salvia, les premières fois en fumant des feuilles sèches dans de gros joints. Aujourd'hui, j'ai un extrait 20x. La première fois que je l'ai testé, j'avais écrit un compte rendu de trip dans cette communauté, l'expérience avait été plutôt calme, sans effet lourd à part des visions dues à l'amplification de l'imagination que la salvia provoque. Aujourd'hui, j'ai réessayé, avec une petite quantité d'extrait, probablement autour de 0,05 g, en tout cas moins de 0,1 g. J'ai tout fumé en une seule bouffée, que je n'ai pas pu retenir très longtemps, mais tout de même plus de 10 à 15 secondes. J'étais seul, alors que la première fois, j'étais avec 2 amis, avec de la musique de méditation en fond, les lumières éteintes, et juste une petite lumière tamisée dans la pièce. Je me suis allongé et j'ai fermé les yeux. Au début, j'avais plein de pensées en tête, j'ai fumé une petite dose, comme la dernière fois, ça ne fera pas grand-chose, merde, maintenant j'ai peur, je vais sûrement voir Blanche-Neige et les 7 nains. Puis les pensées se sont arrêtées, et j'ai commencé à ressentir l'amplification de l'imagination typique de la salvia. Chaque sensation, chaque pensée générait d'autres pensées, de plus en plus éloignées du point de départ. Jusqu'ici, tout était calme. J'étais encore moi-même, je ressentais encore mon corps, rien de trop intense. Mais environ 30 secondes après la bouffée, j'ai soudain quitté mon corps. J'ai vécu une expérience extrêmement forte et étonnamment familière. La première chose que j'ai pensé, c'est que ça m'était déjà arrivé. Et c'était lors de la première fois où j'avais fumé l'extrait avec mes 2 amis, mais je ne m'en souvenais pas. J'ai eu l'impression de quitter mon corps, de quitter cette réalité, et que rien d'autre n'avait d'importance. En parallèle, la réalité s'est ouverte pour laisser place à une autre, que je ne pouvais pas vraiment percevoir complètement. Pendant ce temps, j'ai eu la sensation que 2 autres personnes étaient présentes dans cette nouvelle réalité, un homme et une femme. La femme restait silencieuse, et l'homme m'a dit « Félicitations, tu es revenu. Tu as mis du temps,
Mais tu es enfin là. Bienvenue. Je n'ai pas entendu ces mots ni vu ces êtres, mais j'ai senti que cela s'était passé. C'est un concept difficile à expliquer, peut-être même impossible. Notre réalité s'est alors aplatie, elle est devenue 2D, et mon corps allongé sur le lit est devenu lui aussi une sorte de silhouette en 2 dimensions. Cette nouvelle réalité occupait tout l'espace. Ensuite, j'ai commencé à avoir des visions. Je ne peux pas vraiment m'en souvenir car elles étaient trop abstraites, mais j'en garde quelques bribes. Je me souviens aussi de certains fragments du premier trip, les 2 expériences étaient identiques, en fait. Cette nouvelle réalité s'est ensuite aplatie aussi, comme la première, et une 3e réalité s'est ouverte, exactement de la même manière. Ce processus s'est répété 4 ou 5 fois, jusqu'à ce que tout se dissolve doucement et que je retourne dans cette réalité-ci. Mes pensées sont revenues, j'ai ouvert les yeux, j'ai revu mon corps. J'étais revenu dans le quotidien. Le trip n'a duré qu'1 ou 2 minutes, mais il m'a semblé bien plus long. C'est difficile à estimer, car dans cet état, le temps n'a plus aucun sens. L'expérience était stupéfiante. Je suis très heureux car je me suis souvenu que la première fois, j'avais eu exactement cette même expérience, et non pas celle que je pensais avoir eue, qui devait être simplement les effets résiduels, une fois le trip terminé. Le plus incroyable, c'est que dès que la réalité a commencé à s'ouvrir et que je me suis dissocié de tout, j'ai reconnu cette sensation. Cette autre réalité était plus réelle que celle dans laquelle on vit habituellement. L'accueil de l'entité masculine m'a profondément touché. J'ai eu le sentiment que l'univers entier n'avait aucun sens, que la vraie réalité était celle du trip, et j'étais presque heureux d'y être revenu. Malheureusement, je suis incapable d'exprimer correctement les visions que j'ai eues, j'ai vu la réalité se déplier d'une manière très abstraite, tellement abstraite que mon esprit sobre est incapable de la concevoir ou de s'en souvenir. Peut-être qu'avec d'autres trips, j'arriverai à mieux m'en rappeler. L'expérience était incroyablement puissante, mais très brève. En aucun cas négative, simplement fascinante. Je pense que la clé, c'est de ne pas trop chercher à rationaliser, au fond, ce n'est qu'une substance qui produit des effets, point final. Pourtant, il reste peut-être 1% de moi qui croit que cette vie n'est qu'une simulation, et que la vraie vie, la vraie réalité, est autre chose. Mais je sais que je fais partie de cette simulation. Je ne peux pas la fuir, je ne peux pas la comprendre, et je ne peux pas rester sous salvia en permanence. Alors bon, que la vie continue. J'ai 53 ans et je n'ai jamais raconté cette histoire en ligne. Honnêtement, je n'avais jamais prévu de le faire. Mais récemment, je suis tombé sur des témoignages de trips sous salvia. Des gens décrivaient des expériences où ils devenaient des objets, perdaient toute identité ou vivaient des vies entières qui semblaient durer des décennies. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai fait que lire, écouter, chercher quelqu'un dont l'histoire se rapprochait de la mienne. J'ai toujours cru que j'étais le seul. Je suis juste reconnaissant de ne pas avoir passé 20 ans sous forme de lampe ou de ventilateur. Mon expérience était autre. En 2003, j'avais 31 ans et j'étais complètement perdu. 1 an plus tôt, mon père et mon petit frère étaient morts ensemble dans un terrible accident de voiture sur l'autoroute. Disparus, d'un coup. Quelque chose s'est brisé en moi. J'avais l'impression de flotter dans la vie, engourdi, détaché, comme si le chagrin m'avait vidé de l'intérieur. Je n'étais pas du genre à prendre des psychédéliques ou d'autres drogues. Je fumais de l'herbe de temps en temps dans ma vingtaine, rien de sérieux. Mais un soir, un type que je connaissais à peine, plus une connaissance qu'un ami, m'a tendu un petit sachet en me disant que ça pourrait m'aider à traverser ça. C'était un de ces gars un peu marginaux, toujours à parler d'énergie et de vision. Je ne me rappelle même plus de son nom. Juste de son visage et du calme qu'il dégageait en me le donnant. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste pris. Je ne me suis pas renseigné sur ce que c'était, ni sur la façon de l'utiliser. Je ne savais pas ce qu'était la salvia, je n'ai pas vérifié le dosage, je n'ai pas cherché à comprendre à quoi m'attendre. Quelques nuits plus tard, j'ai rempli une pipe et je l'ai fumée, seul dans mon appartement. Je pensais que ça allait peut-être m'apaiser ou me faire pleurer un bon coup.
Je ne pensais pas que ça ferait quoi que ce soit. Ce qui s'est passé ensuite ne ressemblait pas à un trip. C'était comme si mon existence avait été débranchée. Une seconde, j'étais dans mon appartement. La suivante, je ne l'étais plus. Je ne savais plus ce qu'était une pipe. Je ne savais plus ce que voulait dire appartement. Je ne me souvenais même pas d'avoir fumé quoi que ce soit. J'étais juste quelqu'un d'autre. Ailleurs. Il n'y a pas eu de transition, pas de moment de prise de conscience. Je vivais simplement une autre vie. J'avais un nom, un passé, une place dans le monde. Je vivais dans une petite ville côtière, je travaillais comme homme à tout faire. Je me souvenais des travaux que j'avais réalisés. Je me souvenais des rues, des gens. J'avais des voisins qui me saluaient quand je passais. C'était comme si j'avais été parachuté dans une vie déjà en cours depuis des années, et j'y appartenais. Je passais d'un moment à un autre, toujours en mouvement, comme dans une évolution constante. Après quelques années dans cette vie, j'ai rencontré une femme dans un centre communautaire. Elle aidait à organiser un atelier de peinture pour les jeunes. J'étais là pour réparer une porte arrière qui coinçait. On a à peine échangé quelques mots au début. Juste du bavardage. Quelques semaines plus tard, je l'ai revue dans un magasin de bricolage. Puis encore une fois près des docks, à un stand de nourriture. On a fini par déjeuner ensemble. Puis boire un café. Puis plus. Ce n'était pas un coup de foudre romantique. C'était lent, simple et stable. On a construit quelque chose de vrai, avec le temps. On a emménagé ensemble. On s'est disputé pour des broutilles. On a peint la cuisine. On faisait pousser des herbes aromatiques sur le rebord de la fenêtre. Sa mère est tombée malade. J'ai dû arrêter de travailler un moment après une blessure à l'épaule. On s'est soutenus mutuellement. Je me souviens des dimanches matins tranquilles, des listes de courses, de son fredonnement quand elle cuisinait. Rien de spectaculaire. Juste une vie. Une vraie vie, pleine de détails. Il y avait des moments étranges où le temps sautait. Parfois je dînais, et l'instant d'après on était en vacances des années plus tard. Parfois je me réveillais, et je remarquais qu'on avait vieilli, qu'on marchait plus lentement. Ce n'étaient pas des rêves. C'était continu, juste avec des ellipses que je ne contrôlais pas. Et puis soudain, j'étais de retour. Je me suis réveillé sur mon matelas dans ce vieil appart miteux. La pipe était toujours dans ma main. Les cendres étaient encore tièdes. 10 minutes s'étaient écoulées, peut-être. J'ai fondu en larmes. Je suis resté assis là pendant des heures à essayer de retenir des bribes, terrifié à l'idée d'oublier. Le chagrin m'a submergé plus violemment que jamais. C'était comme perdre une famille une seconde fois, sauf que là, ce n'était pas juste la mort. C'était comme être arraché à une vie que j'avais construite, souvenirs compris, et me réveiller seul, dans le silence. Je n'en ai parlé à personne. Je ne pensais pas que quelqu'un me croirait. Pendant un moment, j'ai cru que je devenais fou. J'ai à peine mangé pendant plusieurs jours. J'errais comme un somnambule. Elle me manquait. Notre lit me manquait. Sa main posée sur ma poitrine pendant qu'on regardait la télé me manquait. J'ai fini par me forcer à reprendre une routine. J'ai retrouvé du travail. J'ai nettoyé l'appartement. J'ai essayé de fréquenter quelques personnes, mais rien ne collait. Je ne savais même pas ce que je cherchais. J'ai arrêté d'essayer. Environ 2 ans plus tard, j'étais dans un petit bar de quartier, juste pour passer le temps. C'est là que je l'ai vue. Elle est entrée avec quelques collègues. Même silhouette. Même regard. Même façon de bouger les mains quand elle parlait. Ses cheveux étaient plus courts, mais c'était elle. J'étais sous le choc. Je n'ai rien fait de théâtral. Je ne me suis pas précipité, je n'ai rien avoué. Je lui ai juste dit bonjour quand elle est venue commander un verre. On a échangé quelques banalités. On a parlé de la musique, de la bouffe, des trucs comme ça. Elle ne m'a pas reconnu, évidemment, mais j'ai ressenti quelque chose immédiatement. Pas de l'attirance, quelque chose de plus profond.
comme une familiarité ancrée dans mes os. On a fini par parler longtemps ce soir-là. On a échangé nos numéros. On a commencé à se voir tranquillement. Ce n'est que plusieurs mois plus tard que je lui ai tout raconté. Je m'attendais à ce qu'elle parte. Elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas prétendu comprendre, mais elle a dit qu'elle croyait que c'était important. Que ça comptait pour moi. Et que ça suffisait. On est mariés depuis 16 ans. On mène une vie paisible. On jardine, on part en road trip, on se dispute sur le film à regarder. On n'en parle plus trop. Mais je pense qu'une partie d'elle s'est toujours posé des questions. Je n'ai jamais retouché à la salvia. Et je ne le ferai jamais. Une fois, c'était largement assez. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'était une hallucination cousue par le chagrin. Peut-être que c'était autre chose. Un endroit où je suis vraiment allé. Une vie que j'ai vraiment touchée. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai trouvée 2 fois. Et je ne l'ai jamais lâchée. Je rentre chez moi après une journée de boulot de 12 heures, un dimanche brunch particulièrement dur où j'étais en charge. Je suis de bonne humeur comme d'habitude. Ma nouvelle colocataire, qui m'avait récemment réintroduit au LSD, me dit qu'elle vient de recevoir de la salvia par la poste et que peut-être on devrait tous essayer. J'étais en repos le lendemain, alors j'ai voulu faire le grand et j'ai proposé de passer en premier. Je m'installe sur le canapé face à la télé, qui était éteinte, juste un grand rectangle noir dans mon champ de vision, avec le mur blanc derrière. On hésite entre pipe ou bang. Je dis merde, prenons le bang. Le sachet indiquait 10x, mais je suis presque sûr que quelqu'un s'est planté en le remplissant ou que j'en ai juste pris beaucoup trop. J'ai chargé ce que j'estimerais être un bol entier. Je n'en savais rien. Elle ne m'a pas dit que les 3 grammes dans ce sachet coûtaient plus de 100 balles. Pour moi, ça avait l'air de rien, et je sous-estimais déjà complètement ce qui allait arriver. Je tire une énorme taffe avec un petit chalumeau, tout le bol disparaît presque instantanément, et comme j'ai une grille en verre, je sais que je n'ai rien perdu. Je retiens ma respiration pendant environ 25 secondes, puis je tombe directement sur ma gauche, du canapé au sol. Je fais 2 mètres et 120 kilos. Tout ce qui suit se déroule pendant que je roule apparemment par terre dans le salon, pendant moins de 3 minutes. L'expérience commence avec la dernière chose que j'ai vue, la télé. Je l'appelle le cadre. Noir et vide. Je glisse dans le canapé et j'ai l'impression que mon visage devient 10 000 copies de lui-même, comme les pages d'un flipbook qu'on laisse filer dans le vent. Puis je n'ai plus de visage. Plus de corps. Plus d'yeux, plus de mains pour toucher quoi que ce soit. Je suis désormais pleinement conscient que je suis une conscience. Je le sais car j'ai vu, ou entendu, le mot s'inscrire devant moi. Dans cet état, je suis de la taille d'un haricot. Parfaitement ovale, lisse, mais pas dur, comme une gélule avec du liquide à l'intérieur. Je suis sur une sorte de machine. Je suis tenu par une sorte de tige métallique fine avec une cuillère qui me soutient. Je ne tombe plus, je glisse. Je suis entraîné en avant, comme sur une grande roue, mais pas une roue amusante. Je ne peux pas l'arrêter, elle va de plus en plus vite. Je revois le cadre noir de la télé, ce rectangle noir. Et là, le vrai délire commence. Imagine que ta tête est plaquée contre un mur, et en une fraction de seconde tu es projeté de l'autre côté. À chaque impact, ton visage traverse une vitre, celle du rectangle noir. Ce n'est pas douloureux, mais tu le sens. À chaque fois que je traverse cette vitre, je vis une autre vie. Et quand je dis que j'en ai vécu 1000, je ne plaisante pas. J'ai l'impression d'être plus vieux que le temps lui-même maintenant. Parmi celles dont je me souviens clairement, j'étais un enfant qui devenait un homme de 45 ans, je n'ai pas du tout cet âge, et mourais d'un cancer à l'hôpital. J'ai vu mes enfants grandir, j'ai eu une femme, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai aimé. Je l'ai vraiment vécu. Je m'appelais David. Ce n'est pas mon vrai nom. J'ai été un homme préhistorique. Je chassais de petits animaux, je mangeais des légumes, il y avait d'autres gens mais on ne parlait pas. Je me souviens des arbres,
de l'herbe, des pierres, d'une montagne. J'ai été une femme noire de forte carrure. Je ne me souviens pas de grand-chose sauf qu'elle était belle et avait une voix forte. Je me souviens de sa chambre avec du papier peint jaune à motif de losange. Elle conduisait une vieille voiture blanche avec des sièges couleur crème. Il y en a eu des centaines comme ça, et entre chacune, je traversais encore ce verre noir. J'entendais le fracas, comme dans un film. Chaque vie semblait durer une éternité, et pourtant elle passait en un clin d'œil. À un moment, j'ai entendu une voix. J'ai entendu des rires. Je me suis souvenu que je ne voulais pas vivre toutes ces vies. Je voulais retrouver ma copine, retrouver ma vie à moi. J'ai réussi à tourner ma conscience haricot vers la gauche et là, j'ai senti une présence mauvaise. C'était elle qui me faisait endurer ça, cette machine. Je voulais descendre. En regardant sur la gauche, je pouvais voir les cadres défiler devant moi. Et j'ai compris que je n'avais pas besoin de les vivre, je pouvais simplement les regarder passer. Je voulais retrouver mon cadre à moi. Soudain j'ai à nouveau des mains, ou au moins des doigts, et je peux toucher les cadres, regarder les images. C'était difficile, désespéré. Je n'avais aucune coordination. Je touchais autant de cadres que je pouvais. J'ai entendu une autre voix. D'autres rires, mais bienveillants cette fois. Puis j'ai trouvé mon cadre. Je l'ai attrapé, j'ai mis mon visage dedans, comment faire autrement? Pas de bris de verre cette fois. C'était comme un gel, une substance claire, lisse. J'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer. Je sentais mes bras, mon visage revenir. Je nageais à travers cette matière. J'ai rampé à travers ce qui m'a semblé être une centaine de mètres. Je me sentais long de 30 mètres. Je voyais de la lumière dans le vide. Un visage. Mon salon. J'ai attrapé les bords de l'image et je me suis tiré vers elle. J'ai eu l'impression de passer ma tête dans un énorme anus, puis pow, j'ai entendu un claquement sec. J'ai entendu mon ami dire mon vrai prénom. Ils m'ont assis sur le canapé. J'étais de retour chez moi. Il m'a fallu quelques minutes pour comprendre si c'était réel ou non, puis j'ai fondu en larmes. Je n'arrivais pas à croire que c'était réel. J'avais l'impression d'être parti trop longtemps. J'avais l'impression d'avoir trahi ma copine pour avoir vécu toutes ces vies. C'était il y a 2 ans. Après ça, j'ai été déprimé pendant 4 mois. Je ne me sentais plus à ma place dans ce monde. Je n'étais plus sûr que tout ça soit réel. Je trouvais le travail insignifiant après avoir vécu et mouru 1000 fois. Et comme c'était si rapide, pourquoi devrais-je encore m'y coller? Je n'ai jamais vraiment dit à personne ce que je ressentais au fond. Je ne pouvais pas dire à ma copine que j'avais l'impression que la vie était peut-être factice ou sans but. Que je croyais avoir réellement visité un autre plan d'existence et tordu le temps. 2 ans plus tard, j'aimerais pouvoir y retourner sans peur, affronter à nouveau tout ça. Mais je crois que je n'en aurai jamais le courage. Il y a une sensation dans ma nuque qui me dit de ne pas le faire, que sinon je serais à nouveau projeté à travers le verre pendant une éternité, puni pour avoir pris les petits moments de la vie pour acquis. Alors s'il vous plaît, commencez petit. Ne jouez pas au héros. J'ai compris que j'avais des choses à régler, une certaine forme de dépression, et cette expérience m'a permis de l'affronter d'une certaine manière. J'ai compris à quel point j'aime le cadre dans lequel je suis aujourd'hui et que je ne veux pas être un mec nommé David ou un putain d'homme des cavernes. Depuis ce jour, je n'ai jamais réussi à avoir un bon trip psyché. Même quand je fume un peu trop d'herbe, la sensation dans ma nuque revient. Peut-être que c'est une bonne chose. J'ai beaucoup ralenti depuis. Le problème, c'est que je crois presque que quand je mourrai, je devrais retourner sur cette roue pour l'éternité. Peut-être que c'est le cycle. Profitez de chaque instant précieux. Cette vie est importante et unique. Je viens de faire mon premier trip à la salvia et putain. Sérieusement, c'était quoi ce délire? Je suis allé dans les bois, dans un coin tranquille où je pouvais être seul. J'ai trouvé un petit coin sympa à l'ombre des arbres, je me suis installé et j'ai sorti le sachet de 20x. J'ai pris une longue taffe,
j'ai compté dans ma tête jusqu'à 20, j'ai expiré et j'ai posé la pipe. Dès que j'ai posé la pipe, j'ai commencé à me sentir léger, alors je me suis allongé et j'ai regardé le ciel. Le monde s'est mis à tourner très vite, et ensuite, j'étais juste parti. Je me suis réveillé en ayant l'impression d'être coincé dans le sol, et le petit bout de forêt où j'étais s'est transformé en une boucle infinie de balancements, comme si j'étais en train de tomber en permanence. Le sol me donnait l'impression qu'il allait m'engloutir. C'était comme si une entité malveillante me poursuivait, mais j'étais complètement impuissant. Le sol me relâchait de temps en temps, juste assez pour me donner une illusion de liberté, et puis il m'attrapait à nouveau. Encore et encore. Jusqu'au moment où il m'a laissé un peu plus de répit, juste assez pour que je me retrouve debout et que je me mette à courir à toute vitesse. Mais même en courant, j'étais toujours en train de m'enfoncer dans le sol. Et là, d'un coup, tout s'est arrêté. J'ai repris conscience. J'étais debout, au milieu d'un étang proche, les jambes jusqu'aux genoux dans la boue. Et j'étais juste là, complètement paumé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Bref, maintenant je comprends pourquoi certains mecs sautent par la fenêtre. Je ne referai plus jamais ça. Je vais rester avec les drogues fun. J'ai tiré une grosse taffe de salvia hier devant une dizaine de personnes pendant une soirée, et au moment où j'ai expiré, tout le monde s'est levé en panique et s'est barré en courant en mode « Merde, c'est de la salvia », pensant qu'ils allaient être high juste en étant à côté. Moi, j'étais là, figé, complètement perché, avec l'impression d'être coincé dans un lobby en ligne où je ne pouvais pas me déconnecter. La clôture dans le jardin a commencé à rétrécir autour de moi pendant que je suppliais les gens de ne pas me laisser seul. Dans ma tête, c'était la panique totale. J'ai senti des papillons remplir mes bras et mes jambes. Un mec a commencé à agiter ses mains devant mon visage pour essayer de me faire flipper encore plus, et apparemment j'avais l'air d'avoir vu un fantôme. Heureusement, un gars sympa est resté avec moi, s'est assis à côté et m'a rassuré jusqu'à ce que le trip redescende. Message de service public, prévenez les gens autour de vous qu'ils doivent rester calmes et posés quand quelqu'un tripe à la salvia. Les mauvaises vibes m'ont complètement déglingué et m'ont fait flipper comme jamais. Avec le recul j'en rigole, mais sur le moment, bordel, c'était terrifiant. La DMT est souvent décrite comme un voyage psychédélique haut en couleurs, rempli de formes géométriques et d'entités qui semblent vouloir te dire quelque chose. Parfois, elle te donne cette sensation d'unité cosmique totale, comme si tu te dissolvais dans un tout immense. Mais même là, l'ego reste présent d'une certaine manière. Le langage fonctionne encore, j'ai vu ceci, ils m'ont dit cela. Il y a une séparation entre toi et ce que tu vis. Mais la salvia, ce n'est pas ça. Elle ne décore rien. Il n'y a pas de beauté. Pas de confort. Pas de récit auquel se raccrocher. Elle t'arrache brutalement à tout ce que tu croyais être réel et te balance dans un ailleurs qui se fout complètement de ton identité, de ton sens de la logique ou de la cohérence. Elle te montre que l'univers n'a aucune obligation de fonctionner selon les règles que tu crois. Elle ne fait pas que dissoudre ton ego, elle pulvérise l'idée même d'un monde partagé, d'un temps linéaire ou d'une logique cohérente. Ce n'est pas comme voir des trucs bizarres. C'est être autre chose, dans un endroit où les règles sont fondamentalement différentes. Et pendant que tu es là, ce n'est pas un rêve ni une vision. C'est plus réel que tout ce que tu as vécu jusque-là. Tu ne peux pas l'observer de l'extérieur. Tu es dedans. Tu es ça. C'est une forme de non-dualité, mais pas dans le sens paisible ou méditatif du terme. C'est brut, sans filtre. Il n'y a plus de sujet, plus d'objet. Aucune place pour la réflexion ou l'analyse. Juste un état d'être total et étranger, qui n'inclut pas toi tel que tu te connais. La salvia ne t'apporte pas une vérité. Elle t'oblige à abandonner l'idée même que tu devrais en chercher une. Et ça, c'est peut-être la chose la plus métaphysique qui soit. Elle ne te laisse pas penser. Elle t'arrache la pensée. Elle te laisse nu face à quelque chose d'innommable.
Pas une vision à interpréter. Une rencontre avec l'ossature brute, étrangère et indifférente de la réalité. Et le plus glaçant, ce n'est pas de voir ça. C'est de comprendre que tu es fait de ça. Que tu es une fonction, un rouage, un fragment dans cette structure incompréhensible. C'était ma première fois avec la salvia. J'avais envie d'en prendre depuis que j'avais commencé à fumer de l'herbe au lycée. Mais laisse-moi te raconter. J'ai pris une taffe, je l'ai gardée, et avant même d'expirer, tout s'est incliné. La pièce s'est repliée sur elle-même, et j'ai senti une lourde traction, comme si j'étais aspiré en arrière dans un tunnel fait de couleurs. Et puis je n'étais plus dans la pièce. Je n'étais plus nulle part. J'étais accroché à un mur. J'étais un tableau. Littéralement un tableau. Et je le savais. Je voyais des gens passer devant moi, me regarder, mais je ne pouvais pas bouger. Pas parler. Je n'avais même pas de bouche. J'existais juste, coincé derrière une vitre, à regarder des inconnus vivre leur vie pendant que j'étais enfermé dans un instant figé. Au début c'était terrifiant, comme un cauchemar où tu veux crier mais aucun son ne sort. Puis c'est devenu pire. Le temps a ralenti au point que j'aurais juré que des années passaient. 10 ans. Je les comptais à travers la lumière qui changeait dans le musée, les vêtements que les gens portaient, les saisons qui défilaient derrière les fenêtres. J'ai commencé à oublier ce que ça faisait de bouger. À quoi ressemblait mon propre visage. J'avais l'impression d'avoir toujours été là, qu'il n'y avait jamais eu de moi avant cette toile. Et puis, sans prévenir, j'ai ressenti une force violente, comme si on me tirait sous l'eau, et soudain j'étais de retour dans mon corps, allongé par terre, trempé de sueur. Mes mains ne semblaient plus être les miennes. Tout dans la pièce paraissait normal, mais je ne lui faisais pas confiance. Et je te jure que, pendant un instant, je sentais encore la vitre autour de moi, comme si elle était toujours là, à attendre. Je ne reprendrai plus jamais de salvia. Parfois, j'ai encore l'impression d'être dans cette pièce, à regarder les gens passer. Voici le récit de mon expérience lorsque j'ai fumé une dose élevée de salvinorine pure, approuvée par la FDA, en tant que participant à une étude sur la salvia menée à l'université Johns Hopkins. J'ai ajouté un lien vers les résultats de l'étude à la fin du récit. Par-dessus le grésillement de l'interphone, j'ai entendu une voix familière me guider doucement. « Christopher, es-tu prêt ? Inspire. 20, 19, 18. » J'étais rempli d'un mélange d'excitation, de peur et d'appréhension. J'allais devenir la 3e personne au monde à vivre les effets de la salvia à l'intérieur d'une machine IRMF. 3, 2, 1. Expire. À ce moment-là, il n'y avait plus de retour possible. Je ne pouvais que me laisser aller à ce que je savais être l'un des voyages les plus fous et surréalistes de ma vie. Mais comment et pourquoi me suis-je retrouvé dans une IRMF en train d'inhaler une dose très élevée de salvinorine cristalline et pure, approuvée par la FDA? Tout cela au nom de la science, mes amis, tout simplement au nom de la science. Quelques mois avant de me retrouver allongé dans ce tunnel métallique, inhalant l'un des psychédéliques naturels les plus puissants connus de l'homme, j'avais appris que l'université Johns Hopkins recherchait des volontaires motivés et courageux. Le but de l'étude était d'examiner les effets de la salvinorine sur l'activité et la connectivité du cerveau humain. Depuis l'an 2000, le département de biologie comportementale de Johns Hopkins est à la pointe de la recherche sur les psychédéliques, principalement sur la psilocybine, grâce à l'autorisation réglementaire d'étudier ces substances chez des individus en bonne santé. Étant passionné par la salvia autant que par la recherche menée à JH, j'ai sauté sur l'occasion de devenir leur cobaye psychédélique. Mon expérience à JH s'est déroulée sur 3 jours durant un week-end. Lors de la première visite, j'ai rencontré l'équipe de recherche, Roland Griffiths, Frédéric Barrett, Marie Cosimano, Derek May et John Clifton. Chacune de ces personnes était fantastique, attentive et vraiment soucieuse de mon bien-être. Je savais que j'étais entre de bonnes mains. Ce premier jour servait également à effectuer une évaluation psychologique, des analyses de sang et à vérifier si j'étais un candidat approprié pour poursuivre. Le lendemain,
on m'a administré une dose élevée de salvinorine dans un cadre ressemblant à un salon, pour un test préalable. L'objectif était de vérifier que je pouvais rester immobile et silencieux durant l'expérience, condition nécessaire à une IRMF fiable. Une personne qui bouge ou parle fausse les données obtenues par la machine. La salvia provoque souvent des mouvements involontaires ou des vocalisations spontanées, ce qui aurait pu me disqualifier. Il faut préciser qu'il n'utilisait ni des feuilles de Salvia divinorum classiques, ni les extraits, type 20X, vendus dans les boutiques. Pour que les résultats soient scientifiquement valides, seule la salvinorine à cristalline pure pouvait être utilisée. La plante entière contient aussi des terpènes et autres composés qui auraient biaisé les observations. Heureusement, je suis resté parfaitement immobile et silencieux durant ce test, même si l'envie de parler pour décrire ce que je vivais était très forte. L'équipe a confirmé que j'avais passé l'épreuve avec succès et que je pouvais continuer. Le lendemain matin, c'était le grand jour. J'étais curieux, mais nerveux. Une IRMF est déjà angoissante en soi avec son espace étroit et son bruit incessant, alors avec en plus un puissant psychédélique dissociatif, mon anxiété montait. J'avais peur de paniquer, de bouger ou de saboter les résultats. Heureusement, la confiance construite avec les chercheurs et le test de la veille m'avait rassuré. Je me sentais prêt à laisser de côté mes peurs pour me concentrer sur la curiosité et l'excitation du moment. Je me suis allongé sur le lit froid et dur de la machine, qui m'a lentement fait entrer dans son cylindre métallique. J'avais l'impression d'être chargé dans un vaisseau spatial, installé dans mon cockpit avant le décollage. C'était peut-être mon imagination qui tentait de transformer l'angoisse en aventure. Dans ma main droite, je tenais un bouton d'urgence qui, en cas de besoin, me permettrait d'être sorti immédiatement. Avec le vacarme de l'appareil, personne ne m'aurait entendu crier « Sortez-moi d'ici ». Ce bouton était ma seule connexion rassurante avec le monde extérieur. Dans ma main gauche, il y avait un long tube par lequel j'allais inhaler la vapeur de salvia, vaporisée à distance par les chercheurs, puisque personne ne pouvait se trouver dans la pièce pendant que l'IRMF était active. Comme la vapeur devait voyager sur une longue distance, je devais inspirer pendant 20 secondes. On a d'abord effectué un scan de base de mon cerveau, sans substance, pour établir une comparaison. Ensuite, j'ai inhalé ce qui s'est révélé être un placebo, probablement de l'air, car rien ne s'est passé. Contrairement à la psilocybine, pour laquelle on utilise souvent la niacine comme placebo, la salvia n'a pas vraiment d'équivalent. Mais je savais que l'inhalation suivante serait bien réelle. Christopher, es-tu prêt? Inspire. 20, 19, 18. 3, 2, 1. Expire. Dès que j'ai expiré, j'ai ressenti cette sensation familière, la gravité de la salvia. Une force m'attirait, me poussait, me faisait tournoyer. C'était comme se tenir dans l'océan et sentir le courant vous tirer vers le large tandis que l'eau remonte vers la plage. Les forces prenaient la forme de lignes magnétiques courbes qui partaient de mon centre pour s'étendre à travers le tunnel de l'IRM. Une étrange synesthésie tactile s'est produite. Je ressentais physiquement le scan de l'IRM, comme si tout mon corps, et non seulement mon cerveau, était traversé et inspecté. Mais très vite, j'ai compris que ce n'était pas la machine qui me scannait. C'était la salvia elle-même. La machine n'était qu'un outil rudimentaire comparé à l'intelligence et à la précision de la salvia. Elle était consciente, curieuse, en train d'analyser l'état de mon être. Les lignes magnétiques ont continué à s'étendre. Lorsque leur taille a atteint celle du tunnel de l'IRM, j'ai eu l'impression de ne plus être dans la machine. J'étais devenu la machine. Mon identité avait fusionné avec l'objet. Cette transformation en un objet inanimé est en fait un phénomène courant sous salvia. Elle reflète à quel point l'environnement physique influence l'expérience. Tout s'est alors accéléré. Je me suis élargi, j'ai englobé la pièce entière, puis l'université, la ville de Baltimore, la Terre, le système solaire. En même temps, j'ai commencé à traverser le temps, vers le passé et le futur. Puis, dans l'obscurité totale de mes caches-yeux, une nouvelle forme de synesthésie s'est manifestée. L'obscurité visuelle est devenue une sensation physique. Je suis devenu l'obscurité elle-même, une sphère infinie qui m'enveloppait.
Je savais que mon âme, l'essence de mon être, se trouvait au centre de cette immense sphère noire. Mais cette sphère n'était qu'un univers parmi d'autres. Autour de moi, il y avait d'autres sphères, d'autres entités conscientes. Une sphère multicolore nous contenait tous. Je sentais que je pouvais briser la barrière de ma sphère noire. Si je le faisais, je renaîtrais sous une autre forme, dans ce nouvel univers coloré. Chaque sphère était en gestation, attendant d'éclore, au moment exact où elle prendrait conscience de son autonomie. Ce nouveau moi aurait pu créer sa propre réalité, avec pour outil les leçons de compassion, de créativité et d'empathie acquises sur Terre. J'étais sur le point de franchir cette frontière quand soudain j'ai eu un souvenir clair. J'avais fumé de la salvia, j'étais simplement un humain, allongé dans une machine. La descente a été douce. Les effets se sont dissipés rapidement. Je me sentais calme, lucide, profondément marqué. L'équipe m'a sorti de l'IRM et, à en juger par leur visage, ils étaient ravis. Tout ce que j'ai pu dire, c'est « Putain, je viens de transcender l'espace-temps et de devenir un multivers ». Un technicien de l'IRM, qui ne faisait pas partie de l'équipe de recherche, m'a regardé avec de grands yeux et a simplement dit « Waouh ». Waouh, en effet. En y repensant, je retourne souvent à ce sentiment d'unité, d'autonomie, de puissance créatrice sans limite. J'essaie d'incarner cela dans ma vie quotidienne. Je suis reconnaissant d'avoir vécu un aperçu d'un univers intérieur aussi vaste, et de savoir que ce sentiment est accessible ici, dans mon propre corps vivant. Être en vie sur Terre est une rare opportunité de créer un monde intérieur riche en histoire et en liens humains profonds. Je veux partager avec vous l'une des expériences les plus importantes et profondes de ma vie. Je ne parle presque jamais de ça à des gens dans ma vie personnelle, alors c'est un vrai soulagement de pouvoir le faire ici avec autant de personnes. Après avoir écrit tout ça, je me rends compte que c'est assez long, mais je ne voulais pas négliger les détails car cette expérience signifie énormément pour moi. J'espère que certains prendront le temps de lire, d'apprécier, d'apprendre ou même de s'y retrouver. Merci à vous. Bref, entrons dans le vif du sujet. J'avais 16 ou 17 ans et je traversais une période plutôt insouciante. Je faisais beaucoup de conneries, et tout ce que je faisais, je le faisais à fond. Si je devais planer, je voulais vraiment planer à fond. J'avais déjà pris de la salvia quelques fois mais rien de très marquant. Juste des trucs bizarres, comme une vision qui vibre ou la sensation d'être à l'intérieur d'un clip musical. Et ce que je ressentais n'était jamais agréable. Pour moi, la salvia n'était pas une vraie drogue, pas comme les champis ou l'acide que j'avais déjà pris plusieurs fois. C'était juste un délire légal qu'on pouvait acheter dans un tabac. Mais mon Dieu, à quel point je me trompais. Et c'est justement cette sous-estimation qui m'a conduit à cette expérience radicale. C'était un de ces jours où on ne fait rien, et mon pote est passé chez moi avec une fiole de salvia. Il m'a dit qu'il voulait essayer mais qu'il préférait que je le fasse avec lui comme j'avais déjà un peu d'expérience. Je venais de finir une bouteille de 40 centilitres de bière, donc j'étais un peu pompette, ce qui me rendait plus audacieux. J'ai accepté mais j'ai voulu rendre l'expérience plus intéressante, vu que la salvia n'avait jamais été fun pour moi. J'ai eu la brillante idée de charger toute la fiole de salvia dans un grand bol de mon bang. Le plan était que je prenne une énorme taffe en brûlant la moitié de la salvia, que je la retienne, puis que je passe le bang à mon pote qui fumerait l'autre moitié, pour qu'on parte ensemble. Déjà, super mauvaise idée. J'ai allumé la salvia et commencé à tirer ce que je pensais être la moitié. J'ai vidé le bang, gardé la fumée, et tendu l'appareil à mon ami. Ce que j'ai appris plus tard, c'est que la salvia avait continué à brûler toute seule car elle était très sèche. En gros, j'avais fumé presque toute la dose. Quand mon pote a reçu le bang, il n'y avait presque plus rien, juste des cendres. Pendant que je gardais la fumée, la pièce a commencé à vibrer de manière bien plus rapide et intense que lors de mes précédentes expériences. Les picotements dans ma peau et dans mon esprit devenaient de plus en plus forts en l'espace de quelques secondes, et là j'ai compris que ce n'était pas juste un autre délire rigolo. J'ai expiré et les seuls mots que j'ai réussi à dire ont été « je pars ». Avant que la salvia n'efface complètement mon existence et tout ce qui m'entourait. C'est là que ça devient difficile à expliquer.
Ce nouveau monde dans lequel je suis arrivé n'avait absolument rien en commun avec notre réalité. C'était comme essayer de comprendre une dimension supérieure avec un cerveau en 3 dimensions. Je vais tenter de décrire ça avec des images que l'on connaît ici. J'ai été recraché d'un genre de substance gélatineuse sur un long tapis roulant ou une sorte de montagne russe qui montait vers une lumière lointaine. À ce moment-là, tous mes souvenirs, ma conscience de moi-même, du monde, de l'humanité et même de l'univers étaient complètement effacés. Tout ce que j'avais pu savoir un jour n'existait plus. Sur ce tapis roulant, il y avait des entités à perte de vue, 2 par 2, toutes emmenées vers la lumière. Et toutes, moi compris au début, riaient d'un rire incroyablement pur, joyeux, presque divin. La première pensée qui m'est venue a été « Ah ouais, je me souviens de ce manège ». C'était comme une sorte de déjà-vu très fort ou le sentiment que j'avais toujours été ici, mais que je l'avais juste oublié un instant. Mais ensuite, tout a changé. D'un coup, la sensation de joie a disparu. J'ai commencé à être vraiment conscient de l'endroit où j'étais, et j'ai compris que je n'étais pas censé être sur ce trajet. Je ne savais pas comment ni pourquoi, mais je savais que ma présence ici était une erreur. J'avais l'impression d'avoir triché pour arriver là, et que si j'allais jusqu'à la lumière, quelque chose de très grave allait se passer. J'étais sûr que cette lumière représentait une nouvelle réalité, une sorte de piège éternel. Mais en même temps, ce manège était aussi ma réalité. Je ne me souvenais plus de rien d'autre. J'avais l'impression de m'être réveillé d'un rêve, mais dans une réalité bien plus réelle que tout ce que j'avais connu. J'ai commencé à paniquer. Les autres entités ont arrêté de rire et m'ont regardé avec un air choqué, comme si c'était totalement anormal que quelqu'un ne soit pas heureux ici. J'ai tenté de me recroqueviller pour sortir du tapis roulant, comme pour en casser l'attraction. C'est alors que 2 entités différentes sont apparues. Elles étaient hors du manège et semblaient superviser tout le processus d'ascension vers la lumière. À chaque fois que j'essayais de me replier, elles me redressaient calmement. Elles parlaient un langage inconnu, mais je le comprenais, comme si elles me parlaient par télépathie. Elles me disaient de me détendre, que tout allait bien se passer. Mais au fond de moi, je savais que c'était faux. J'ai essayé d'expliquer ce que je ressentais, mais les seuls mots que j'ai pu sortir étaient « Non, faut que je descende, c'est pas ça ». Tout le reste n'était qu'un charabia incompréhensible. Voyant que je continuais à me débattre, les entités se sont mises à échanger entre elles avec inquiétude. L'une a dit « Il faut appeler, un nom que je n'ai pas compris, il saura quoi faire ». En un instant, je me suis retrouvé dans un autre espace, devant une entité immensément puissante. Il n'y avait plus de manège, juste une sorte de table infinie entourée de nombreuses autres entités observant la scène. L'entité suprême a commencé à me parler, mais je ne pouvais pas saisir tous les mots. Pourtant, je ressentais profondément son message. C'était comme si ses paroles entraient directement dans mon âme. Elle me sermonnait mais aussi me réconfortait. Elle était à la fois un père et une mère. En même temps qu'elle parlait, elle manipulait une machine étrange, mi-organique mi-technologique, quelque chose d'indescriptible avec nos références terrestres. Je continuais à essayer de lui expliquer que ma présence ici était une erreur. Mais plus je parlais, plus ces mots coulaient sur moi comme une cascade puissante, m'empêchant de dire quoi que ce soit. Je tentais malgré tout. Puis, d'un coup, elle m'a interrompu d'une voix puissante en prononçant 3 phrases à la fois. « Je sais, je suis, tu vas mieux maintenant ». À ce moment-là, j'ai été expulsé hors de cet espace à la vitesse de la lumière, comme projeté à travers une eau noire ressemblant à l'espace. Le visage souriant de mon ami est apparu un instant, me rappelant qu'un autre monde existait peut-être quelque part. Et bam! J'étais de retour. Je me suis redressé d'un coup dans mon salon et j'ai pris une immense inspiration. Sans dire un mot, je me suis levé, j'ai couru sur le porche, sorti une cigarette que j'ai eu du mal à allumer à cause de mes mains tremblantes. Mon ami m'a suivi et a dit « C'était intense, hein ?» Je l'ai regardé, probablement avec un air vidé, et je lui ai demandé « C'est ça la vraie vie? Est-ce que c'est bien la réalité ?» Il a rigolé en pensant que je plaisantais ou que j'exagérais. Mais je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répété « Non, dis-moi que c'est la vraie vie. » Il m'a répondu que oui.
Je suis allé vers la voiture de ma mère, j'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur, essayant de m'assurer que j'étais bien réel, que ce monde était réel. En me calmant un peu, j'ai regardé mon pote et lui ai dit « Il faut que je te raconte quelque chose ». Mais tout avait disparu. Tous les souvenirs de ce que je venais de vivre s'étaient effacés. Quelques jours plus tard, j'écoutais un album de Gotye, et la chanson Smoke and Mirror a commencé. C'était celle qui passait pendant mon trip, même si je ne le savais pas à ce moment-là. Une sensation étrange m'a envahi, une sorte de déjà-vu. Et là, toute la mémoire du trip, ou du moins les parties dont je me souviens aujourd'hui, m'est revenue d'un coup, comme un raz-de-marée. Je sais avec chaque fibre de mon être que cet endroit est réel. Ce n'est pas juste une hallucination. C'est difficile à comprendre sans l'avoir vécu, mais je sais à 100% que c'était réel. En fait, c'est même plus réel que la réalité que nous vivons ici. Le mieux que je puisse expliquer, c'est comme un rêve. Quand tu rêves, tu ne sais pas que tu rêves, jusqu'à ce que tu te réveilles. Et là tu te dis « Ah, ce n'était qu'un rêve ». Mais par rapport à cet autre monde, notre réalité est le rêve. On ne sait pas qu'on rêve parce qu'on y est encore. Mais quand tu te réveilles là-bas, tu sais que cette vie n'était qu'un songe en comparaison de ce que tu vis là-bas. Oui, c'était terrifiant, mais je suis content de l'avoir vécu. C'était quelque chose que je devais traverser. Et je m'en souviens encore parfois pour me recentrer. Ça m'a confirmé qu'il y a quelque chose après cette vie. Il y a une force plus grande, une existence supérieure qui nous attend quand le moment sera venu. Un jour, mon pote m'a convaincu de fumer de la salvia chez un autre ami à nous. À l'époque, je lui faisais vraiment confiance et il avait la réputation de toujours prendre de bonnes décisions, donc je n'ai pas remis ça en question. Normalement, je ne suis pas du genre à suivre les autres, mais j'étais à un moment extrêmement bas de ma vie et je me suis laissé aller. Il a plaisanté en disant un truc du genre « plus tu tripes longtemps et plus tu rigoles, plus t'es attardé ». Je pensais qu'il savait de quoi il parlait et que ce serait fun, comme les champignons. Pas du tout. J'étais le cobaye. Et j'allais fumer un énorme bol dans un bang, avec une braise blanche brûlante. C'était ce truc collant violet. Voilà comment ça s'est passé, ok, tire sur ça et assieds-toi dans les 30 secondes. Je tire un énorme bol, j'expire un nuage gigantesque, et là mes deux potes s'écrient « Oh putain ». Ils se précipitent pour me faire entrer dans la maison en me disant de me dépêcher. Je sens que je commence à ralentir, comme si mon temps se séparait du leur. On arrive dans le salon et c'est là que je commence à me figer, comme si je me transformais en pierre. Au dernier moment, mon pote me fait faire un demi-tour et me pousse. Je m'effondre sur le canapé ancien avec une telle force qu'une partie s'est fendue en deux. Je suis resté là, paniqué intérieurement, alors que je devenais complètement paralysé. Je ne pouvais même plus cligner des yeux ni avaler. Seul mon cœur et mon système respiratoire fonctionnaient encore. Mes yeux me démangeaient et brûlaient. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à réguler ma respiration malgré cette perte totale de contrôle. Soudain, chaque coin de la pièce, chaque angle d'un objet, chaque rayon de lumière, chaque ligne distincte s'est transformé en boîte. Il y avait au moins une centaine de boîtes empilées les unes dans les autres comme des poupées russes. Je voyais tout ça depuis une sorte de superposition entre une vue à la première personne, une perspective isométrique à la troisième personne, et une espèce de quatrième dimension. Décrire cette sensation me semble littéralement impossible. Le trip s'est terminé quand j'ai réussi à m'échapper de toutes ces boîtes, qui avaient des couleurs vives comme les bords d'un prisme. Chaque boîte nécessitait la résolution d'une énigme pour pouvoir en sortir. Je pense que ma perception du temps était divisée par 2 par rapport au temps réel. J'estime que ça a duré entre 10 et 20 minutes dans notre réalité. Pendant tout ce temps, mes amis me parlaient, je les entendais, mais j'étais incapable de répondre, et leurs interruptions ralentissaient ma progression. Une partie du trip était amusante, mais une autre était purement faite d'agonie et de désespoir. Quand c'était fini, mes aisselles et mes ganglions étaient trempés, douloureux, sensibles, avec une douleur que je noterais à 6 sur 10, et j'ai une très haute tolérance à la douleur. Le canapé était complètement imbibé de sueur,
comme si on avait versé un seau d'eau dessus. Ça peut paraître fou, mais j'ai l'impression que quelque chose a été détoxifié de mon corps, et pourtant je ne crois absolument pas à ce genre de conneries. J'ai vraiment remarqué un changement énorme dans ma clarté mentale et ma manière de voir la vie, un peu comme si j'avais microdosé des champignons. Cependant, je pense que j'en ai fini avec les psychédéliques. Pour info, je venais tout juste d'avoir 19 ans quand ça s'est produit. J'en ai 26 maintenant et je repense encore à cette expérience avec plutôt un regard positif. Mais je vois aussi à quel point ce pote a été un abruti, et qu'il n'avait rien étudié sur la façon correcte de prendre de la salvia. J'aurais dû fumer un centième de ce qu'il y avait dans ce bol, voire moins. De temps en temps, je me demande si ça n'a pas aussi eu un impact négatif sur mon cerveau, mais c'est difficile à savoir. Certaines énigmes m'ont forcé à affronter mes peurs, à écraser mes regrets, à élargir ma perspective. D'autres m'ont obligé à me détruire, à me désintégrer entièrement, voire à me désactiver, si tu vois ce que je veux dire. C'était à la fois incroyable et horrible. Et bizarrement, pendant plusieurs minutes après m'être levé, je marchais toujours en biais, légèrement vers la gauche, comme en cercle, peu importe à quel point j'essayais d'aller droit. Mes amis ont dû me pousser très fort pour me faire sortir de la maison. J'ai été mentalement épuisé pendant une semaine entière après ça. Je m'amuse avec la salvia depuis quelques mois maintenant, en ne prenant que des doses non-break. Même sans passer ce cap, j'ai déjà vécu de très belles expériences. En fermant les yeux, je vois souvent des mondes sombres, stéréoscopiques, faits d'orbes translucides multicolores, tout en pseudo-hallucinant les voix de personnages qui habitent cet univers. C'est vraiment fascinant. Je pseudo-hallucine aussi souvent de la musique, et j'ai utilisé cela dans mes compositions. J'ai déjà l'habitude d'inventer de la musique dans ma tête, mais sous salvia, c'est carrément des orchestrations entières, avec une netteté incroyable. C'est comme si j'avais soudainement accès à une version améliorée de mon oreille intérieure. J'ai eu des visions bizarres, des scènes ou des événements que je voyais se dérouler de manière semi-visible avec mes vrais yeux. C'était simplement merveilleux, étrange, mais toujours agréable. L'une des expériences les plus intéressantes que j'ai eues, c'était un jour où je ressentais cette sensation étrange de glissement lent. Je me suis posé la question, tiens, c'est quoi cette sensation de glissement ? Et une voix dans mon oreille intérieure m'a répondu, ah, tu es en train de vivre une synesthésie entre ta chronoperception et ta proprioception. Si tu ne connais pas ces termes, la chronoperception, c'est la perception du temps, et la proprioception, c'est le sens du mouvement, de la position de ton corps. Je ne sais pas si c'est réellement ce qui se passe, mais cette voix me suggérait en gros que j'étais en train de ressentir le temps qui passe comme un véritable mouvement physique. Et en y pensant, pourquoi pas ? La chronoperception est juste un autre sens comme les autres qui peuvent être liés dans la synesthésie, même si c'est un sens un peu bancal vu l'existence des horloges. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. On parle tout le temps des 5 sens, mais on ignore souvent les autres, alors que certains sont bien là. Et du coup, je ne m'étais jamais demandé si la synesthésie pouvait aussi concerner ces sens-là, ceux dont on parle moins. C'est vrai qu'on entend souvent dire que les drogues modifient ces sens cachés, avec des effets comme la dilatation du temps ou une perte d'équilibre. Mais là, j'ai été surpris et amusé à l'idée qu'il puisse y avoir une synesthésie entre eux. J'ai trouvé ça assez cool pour le partager, histoire que d'autres puissent aussi guetter ce genre de phénomène. Peut-être que d'autres essaieront de demander eux-mêmes à la salvia ce qu'est cette sensation de glissement. Qui sait, peut-être que j'ai juste tout inventé, mais dans tous les cas, ça m'a semblé être une réflexion assez intéressante pour valoir le coup d'être racontée. Bon, je me suis dit que j'allais partager ça parce que ça fait plusieurs jours et je n'arrive toujours pas à m'enlever cette expérience de la tête. J'ai essayé la salvia pour la première fois le week-end dernier, et c'était sans aucun doute l'expérience la plus bizarre et la plus dévastatrice pour ma perception de la réalité que j'ai jamais vécue. J'ai déjà pris des champis plusieurs fois, fumé un max de weed, même essayé une fois l'acide, mais rien, absolument rien, ne s'approche de ce que c'était. Pour situer un peu, j'ai 19 ans, je pèse environ 72 kilos, et j'étais chez un pote avec 2 amis. L'un d'eux, appelons-le Ryan,
avait mis la main je ne sais comment sur un extrait de Salvia en 40x. J'avais déjà entendu parler de la Salvia, surtout à travers ces vieilles vidéos floues sur YouTube où les gens pètent un câble, mais pour une raison que je ne m'explique pas, sur le moment, je ne pensais pas que ce serait un truc de dingue. Oui, c'était stupide. On a bourré ça dans une petite pipe en verre. Ryan est passé en premier, il a tiré une bonne taffe, la gardé 10 secondes, et s'est mis à rigoler comme un débile. Rien de trop extrême. Puis il me l'a passé. Je me souviens avoir été un peu nerveux, mais j'ai pris une taffe bien chargée, gardé environ 15 secondes, puis expiré. Et là, c'est arrivé. Mais genre, tout de suite. Je regardais la télé, qui passait un match de basket muet, et j'ai vu tout mon champ de vision commencer à fondre sur le côté. Ce n'était pas juste une distorsion visuelle normale, c'était comme si la notion même de gauche et de droite n'existait plus. Tout commençait à se replier sur lui-même, et soudain je n'étais plus vraiment assis dans la pièce. Enfin, si, mais j'étais la pièce. Je sais que ça a l'air fou, mais suis-moi. Je me rappelle très clairement avoir senti que mon corps était littéralement fusionné avec le tissu du canapé. Pas au sens figuré. Littéralement. Mon bras était devenu une longue bande rayée du tissu d'ameublement, et je sentais la texture du canapé comme si c'était ma propre peau. À chaque fois que quelqu'un bougeait un peu, c'était tout mon être qui se déplaçait. Je n'étais plus une personne. J'étais devenu une partie tournante du grand motif cosmique infini fait de rayures et de plis. J'entendais Ryan et mon autre pote, Max, parler, mais leur voix semblait venir de l'autre côté d'un mur d'eau. Les mots n'avaient plus aucun sens. C'était comme s'ils parlaient une langue que j'avais connue dans une autre vie, mais que j'avais oubliée. J'avais cette certitude absolue et totale que c'était ça, ma vraie vie maintenant. Que j'avais toujours été ce morceau tournoyant de tissu dans une pièce cosmique infinie, et que l'idée d'avoir été un humain un jour n'était qu'un rêve lointain et absurde. À un moment, la pièce dans laquelle j'existais a commencé à tourner. Pas juste à pivoter, mais à tourner d'une manière qui défie la physique, comme si un objet en 3D tournait à travers un axe en 4D. Et à chaque rotation, ma conscience se divisait en deux, et chaque moitié pensait être le vrai moi. Une moitié se disait « tout va bien, t'as toujours été le canapé », et l'autre hurlait intérieurement « putain t'as fumé de la salvia et t'as brisé la réalité ». Ça n'a duré que 2 ou 3 minutes en vrai, mais j'ai juré que ça avait l'éternité pour moi. Je suis finalement revenu à moi quand Ryan m'a secoué l'épaule en rigolant « Yo bro, ça va ?» Et soudain, j'étais de retour. C'était comme remonter à la surface après être resté longtemps sous l'eau, sauf qu'au lieu de l'eau, c'était un monde oppressant fait de tissus rayés, rotatifs et impossibles. J'étais trempé de sueur, mon cœur battait à toute vitesse, et j'avais la bouche complètement sèche. La pièce était exactement comme avant, même match de basket, même canapé, même pote. Mais j'ai été incapable de parler pendant bien 5 minutes. Juste assis là, les yeux écarquillés, essayant de comprendre ce qui venait de m'arriver. Depuis, j'ai ces sortes de flashs bizarres quand je regarde certains motifs ou certaines textures. Genre le canapé sur lequel je suis assis en écrivant ça me donne un léger haut le cœur, rien qu'à cause du tissu qui me le rappelle. J'ai refumé de la weed depuis, aucun souci. Mais rien que l'idée de retoucher à la salvia me rend physiquement mal. Bref, morale de l'histoire, la salvia, c'est vraiment pas un jeu. Elle ne te prend pas doucement par la main comme les champis, elle ne te file pas juste des jolis visuels comme l'acide. Non, elle t'arrache l'âme, te balance dans un hachoir dimensionnel en 4D, puis te recrache dans ton corps comme si de rien n'était. Est-ce que je le referais ? Absolument pas. Est-ce que je suis content de l'avoir fait une fois dans ma vie ? Étrangement oui. La notion de temps est anéantie lorsqu'on utilise la salvia. Et je crois avoir une hypothèse quelque peu unique sur les raisons possibles de ce phénomène. L'expérience humaine dans son ensemble peut être décomposée en 3 sous-structures. La sous-structure sensationnelle, nos sens, l'odorat, la vue, le toucher, l'ouïe, le goût. La sous-structure conceptuelle, ce que nous pouvons concevoir. Les concepts, nos idées,
les mathématiques, les raisonnements, le langage, etc. La sous-structure perceptuelle, ce qui est perçu, la matière, l'espace-temps, l'univers. Il n'existe rien en dehors de notre expérience qui ne fasse pas partie de cette tautologie. Ces sous-structures forment ce qu'on pourrait appeler notre superstructure, ou notre expérience globale. Chaque animal possède sa propre superstructure, sa manière d'être, ce que cela signifie d'être cet animal ou cette chose. Cette superstructure est le fruit de ce que nous appelons l'évolution. Ce qui maintient cette superstructure évolutive en fonctionnement, c'est le cerveau, ou ce qui lui correspond. Le cerveau génère donc une fiction qui correspond à la réalité objective afin de nous maintenir en vie. Mais notre expérience n'est pas la réalité en elle-même. La réalité en elle-même est trop complexe, et c'est là que l'évolution intervient en la réorganisant de façon simplifiée pour nous permettre de survivre. Elle crée une superstructure. Une interface simplifiée qui permet à un animal de faire ce qui est nécessaire pour survivre, sans être submergé par une surcharge d'informations. Lorsque l'on consomme de la salvia, ou d'autres outils qui dissolvent les frontières, certaines parties du cerveau, en particulier le réseau du mode par défaut, voient leur activité diminuer. On peut alors considérer cela comme une mise hors tension de la superstructure. Quand cette superstructure est désactivée, on n'est plus soumis aux limites des conceptions humaines, des sens et des perceptions. On commence à expérimenter d'autres aspects invisibles de la réalité objective. Cela inclut le temps. On peut appeler cette couche plus profonde et plus fondamentale de la réalité le substratum. Il me semble que le temps est le produit d'un manque d'information. Lorsque l'on détruit notre superstructure et qu'on fait l'expérience de ce substratum, le temps cesse d'être une expérience linéaire. En réalité, le passage du temps tel qu'il est vécu dans le substratum ne peut être expliqué ou décrit avec des mots issus de notre superstructure actuelle, car les concepts vécus dans ce substratum dépassent les limites imposées par notre évolution. C'est un peu comme essayer d'expliquer l'économie à un raton laveur. Il ne possède pas les concepts que l'évolution aurait dû lui accorder pour pouvoir comprendre cela. Ainsi, lorsque nous tentons de décrire ce substratum à travers les limites de notre superstructure, notre langage, qui fait partie de la sous-structure conceptuelle, est incapable d'exprimer ce que l'on ressent réellement. C'est pourquoi nous utilisons des expressions comme « on dirait que l'on a toujours su » ou « le temps s'arrête » ou encore « le temps devient infini ». Mais ce que cela me semble révéler, c'est qu'en utilisant la salvia ou tout autre outil qui dissout les frontières, nous réalisons que ce que nous appelons le temps n'est qu'un infime artefact d'un tableau et d'un processus bien plus vaste, auquel notre superstructure actuelle n'est pas accordée. Je ne prétends pas que tout ce que j'ai dit correspond exactement à ce qui se passe. Mais c'est simplement ce que cela semble être, ou ce que cela me fait ressentir. Cela s'est passé il y a environ 4 jours et je commence seulement maintenant à me remettre mentalement de cet événement aussi traumatisant qu'intéressant. Je vais passer l'introduction et aller droit au but en racontant l'expérience elle-même, mais je répondrai volontiers aux questions dans les commentaires. Une seconde après avoir pris une énorme bouffée dans le bang, j'ai senti mon corps commencer à s'élever. Je pouvais percevoir un immense trou s'ouvrir rapidement dans le plafond de ma maison, et j'ai été aspiré à travers lui. Le sol en dessous s'éloignait de plus en plus, mes jambes et mes pieds semblaient rétrécir. Après un moment, ma vision s'est mise à s'effacer et je me suis retrouvé à flotter dans un abîme noir. L'obscurité a laissé place à un gris nuageux, et j'ai commencé à voir des objets apparaître, comme la tour Eiffel. J'avais l'impression que tout mon être était condensé en une petite boule d'énergie, et sous cette forme, j'ai été propulsé à une vitesse incroyable vers quelque chose. Ce quelque chose s'est avéré être un immeuble avec une fenêtre ouverte vers laquelle je ralentissais à mesure que je m'approchais. Je suis passé par la fenêtre et j'ai été doucement déposé sur le corps d'un homme maigre, roux et nu, endormi, son sexe pointé vers le ciel. Puis, j'ai été déposé dans son sexe. Rien n'avait de sens physiquement à ce moment-là, car je me sentais à la fois immense et minuscule, assez minuscule pour entrer dans son pénis, ce qui est exactement ce qui s'est passé, et une fois à l'intérieur, je suis devenu ce pénis, comme si j'en étais les yeux. Ce fut le début d'un voyage qui a duré plus de 3 ans. Toute cette période de 3 ans a été, honnêtement, plutôt banale et presque entièrement dépourvue de visions hallucinantes.
Sincèrement, c'était comme si j'avais simplement basculé dans une réalité parallèle aussi vive que celle-ci, sauf que mon existence entière était désormais d'être le sexe de cet homme. Quand je dis 3 ans, je parle de 3 années complètes. Il n'y a eu aucune ellipse, aucun moment façon montage rapide, j'ai ressenti chaque seconde de chaque jour aussi intensément que dans ce monde, et j'ai détesté presque chaque instant. Au bout de quelques semaines dans ce rôle, j'ai tenté de voir le bon côté des choses et de trouver de la beauté dans cette situation, mais cette phase n'a pas duré longtemps. Je suis rapidement retombé dans un profond désespoir. En tant que pénis, mes yeux, mes oreilles et ma conscience étaient en général fixés sur un seul point, mais il y avait des moments où ma conscience gagnait la capacité de faire une rotation à 360 degrés, et je pouvais tourner autour de moi-même pour regarder vers le visage de l'homme, par exemple. Si tu veux savoir ce que je voyais, la majeure partie de mon existence se résumait à observer le tissu du pantalon que l'homme choisissait de porter ce jour-là. Mon moment préféré de la journée, c'était la nuit. Il dormait presque toujours nu, ce qui me permettait de voir le monde autour de moi, et le mieux, c'était qu'il se réveillait systématiquement pour aller uriner, ce qui m'amène à parler de mes rares moments de plaisir, les mictions. Chaque fois qu'il urinait, je ressentais une vague d'euphorie intense dans tout mon corps et mon esprit, au point que cela rendait presque cette existence insupportable. Oui, je sais que tu te poses la question, il se masturbait aussi, mais cela ne me procurait pratiquement aucun plaisir, même si c'était au moins une expérience sensorielle. Malheureusement, cet homme était aussi puceau, donc il n'y a jamais eu d'expérience sexuelle pour moi. Tu ne peux pas imaginer à quel point je voulais mourir dans ce monde, mais je ne le pouvais pas. Il n'y avait pas d'arme à porter. Je n'avais pas de main. Je devais simplement endurer cette existence incroyablement misérable pendant 3 ans, jusqu'au jour où j'ai enfin pu m'échapper. Le moment où la drogue a commencé à se dissiper s'est manifesté par une vision dans laquelle je me voyais en train de déchirer des amas de chair à coups de griffes, dans une scène de gore extrême. À travers ces lambeaux, j'apercevais ma salle de bain, là où j'avais pris le bang. Je me suis acharné à travers cette chair pour revenir, et j'ai finalement chuté, à nouveau dans ma réalité. Je suis encore traumatisé et j'ai décidé d'écrire ce récit parce que je sens que le souvenir de ces années commence à s'estomper. Si j'ai tiré une seule leçon de tout cela, c'est que je dois apprécier la vie que j'ai, car elle est de loin meilleure que celle d'un sexe humain. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.